Nous n'aurions jamais dû ouvrir ça. Je le comprends maintenant. Non pas parce que c'était dangereux au sens habituel du terme, radiation, toxines, effondrement, mais parce que certaines choses doivent de rester enfouies, pour toujours. Lorsque nous avons foré le puits, nous pensions faire une découverte historique, et c'est ce qui s'est passé. Mais cette histoire ne concernait pas les hommes. Tout a commencé tranquillement, avec des chiffres sur un écran. Le 9 décembre 2023, notre système de surveillance géophysique a détecté une anomalie gravimétrique et magnétique. J'étais alors dans le bureau de notre institut à Brême, en train de boire un café froid et de consulter les rapports quotidiens des satellites. C'est un travail routinier, 99% du temps. Ce n'est que du bruit, des interférences, les fluctuations naturelles de la calotte glaciaire de l'Antarctique. Mais ce signal était différent. Il provenait de la terre de la reine Maude, dans un secteur que les Allemands avaient baptisé Nouvelle Souabe dans les années 1930. La signature était trop nette, trop géométrique pour être un objet naturel. Une roche ou un gisement de minerai donne une tache floue. Ici, le radar montrait un rectangle parfait d'environ 150 mètres de côté, situé à près de 2 km de profondeur. En dessous, il n'y avait que du vide, une grotte ou un lac souterrain, mais l'objet lui-même était dense, métallique et manifestement artificiel. Mon supérieur direct, le professeur Alban Kent, a d'abord réagi avec scepticisme. Il a supposé qu'il pouvait s'agir d'un gros météorite à forte teneur en fer qui, en tombant, avait créé une cavité sous lui. Mais les données ne concordaient pas. Un météorite aurait laissé des traces complètement différentes dans l'épaisseur de la glace, une autre cicatrice thermique. Or, ici, toutes les couches de glace au-dessus de l'objet étaient intactes. Elles s'étaient accumulées lentement et uniformément au fil des décennies. Nous avons consulté les archives des 20 dernières années. Le signal était bien là, mais auparavant, il avait été attribué à une erreur de l'équipement. À présent, grâce à de nouveaux capteurs plus sensibles, l'erreur était exclue. Nous avons consacré les semaines suivantes à des vérifications croisées. Nous avons demandé des données à nos collègues américains du service géologique et aux Norvégiens. Leurs informations confirmaient là les nôtres. Sous 2 km de glace antarctique se trouvait un énorme objet artificiel. Les théories sur les bases secrètes nazies en Antarctique sont bonnes pour les romans à sensation. Aucun scientifique sérieux ne les prend au sérieux. Mais les faits sont là. Historiquement, ce secteur a été exploré par une expédition allemande en 1938-1939. Ils ont largué des fanions avec la croix gammée et ont déclaré le territoire comme leur propriété. Cela a été documenté. Après cela, officiellement, personne ne s'y était rendu avant les années 50. Pour que l'objet se trouve à une telle profondeur, il a dû s'y retrouver au plus tard, dans les années 40. La glace s'accumule à une vitesse de plusieurs mètres par an, mais se compacte sous son propre poids. Nos calculs ont montré que l'objet se trouve dans de la glace vieille, d'au moins 70 ans. La direction du consortium qui finance notre programme a manifesté un vif intérêt. Plusieurs réunions à huis clos ont eu lieu. La décision a été prise étonnamment rapidement. Préparer une expédition de forage. Pas une expédition de recherche, mais bien une expédition de forage. L'objectif était unique, atteindre l'objet. L'équipe a été constituée à partir des meilleurs spécialistes disponibles dans un délai très court. Les travaux sur le terrain ont été dirigés par Roderick Hale, un polaire et ingénieur expérimenté. J'ai rejoint l'équipe en tant que géophysicien en chef, responsable de la précision du forage. Nous étions accompagnés de Silas Marlowe, l'un des meilleurs opérateurs de foreuses de thermique au monde. Sa tâche était la plus difficile, traverser 2 km de glace sans endommager ce qui se trouvait en dessous. Le groupe était complété par le médecin Gwyneth Reeves et 2 techniciens. Nous avons été transférés à la station allemande Neumayer-Troise
à la mi-janvier 2024. De là, nous avons décollé à destination à bord de 2 avions, Basler BT-67, équipés de trains d'atterrissage à ski. Le site de forage était complètement désert. Un plateau blanc balayé par tous les vents. L'horizon se confondait avec le ciel. La température ne dépassait pas moins 30 degrés. Nous avons installé notre campement, monté les modules d'habitation et, surtout, commencé à assembler la foreuse. C'était une machine impressionnante. Ce n'était pas une foreuse au sens habituel du terme, mais plutôt un projectile guidé qui faisait fondre la glace. La tête thermique chauffait jusqu'à plusieurs centaines de degrés et l'installation s'enfonçait lentement sous son propre poids, laissant derrière elle un puits parfaitement plat d'environ 1 mètre de diamètre. Nous travaillions en 3 équipes. Silas et les techniciens contrôlaient le processus. Rodrigue et moi analysions les données. Tous les 100 mètres, nous prélevions des échantillons de glace. La composition chimique, la densité, la présence d'impuretés, tout était soigneusement consigné. À une profondeur d'environ 1800 mètres, nous avons traversé une couche de cendres volcaniques qui nous a servi de repère. Une éruption qui s'était produite au milieu du 19e siècle. Tout se déroulait comme prévu. Mais juste en dessous de cette couche, la glace était différente. Elle était stérile, absolument pure, sans bulles d'air, sans traces de poussière. Cela n'existe pas dans la nature. C'était comme si quelque chose avait filtré la neige tombée à la surface pendant des décennies. Le 25 janvier, vers minuit, l'installation s'est arrêtée. Les capteurs ont indiqué une forte augmentation de la résistance. Nous avions atteint notre objectif. Profondeur, 1972 mètres. Nous avons passé les heures suivantes à utiliser un échosondeur acoustique descendu dans le puits. Il nous a donné une image claire de la surface. Un toit métallique plat, sans dommages visibles. L'objet était intact. Le moment le plus crucial était arrivé. Il fallait descendre. La préparation a pris près d'1 journée. Descendre dans un tel puits est une opération extrême. Nous avons utilisé un treuil spécial et une plateforme ouverte monoplace. Silas et moi devions descendre les premiers. Lui en tant qu'ingénieur, moi en tant que géophysicien. Nous portions des combinaisons isothermes avec un système d'alimentation en air fermé. Gwyneth a vérifié nos paramètres plusieurs fois. Notre poudre était supérieure à 120. Nous avons observé la descente de Silas sur un écran dans le module de commande. La caméra fixée à son casque transmettait des images. Un tuyau glacé, s'élevant vers le haut, éclairé par le faisceau d'une lampe. Cela a duré près d'1 heure. Finalement, il a signalé qu'il était à la surface. Du métal, lisse, sombre, recouvert d'une fine croûte de glace. Il commença son inspection. 22 minutes plus tard, sa lampe fit apparaître dans l'obscurité un contour rectangulaire. Une trappe, environ 1 mètre sur 1 mètre. La serrure était massive, mais complètement gelée. Silas utilisa un mini chalumeau à plasma. 10 minutes plus tard, il y eut un clic et la trappe céda, s'ouvrant vers l'intérieur. En dessous, il y avait un escalier qui s'enfonçait dans l'obscurité. L'air est immobile. Je descends pour une première inspection. Il disparut dans l'ouverture. Je commençai à descendre. Lorsque mes bottes touchèrent vers le métal, je ressentis un calme étrange. Se tenir sur le toit d'un bâtiment enfoui ici, depuis le milieu du XXe siècle, était une expérience hors du commun. Je m'approchais de la trappe. La lumière de la lampe de Silas m'attendait en bas. Je descendis les marches froides. Il faisait plus chaud à l'intérieur que je ne m'y attendais. Environ moins 10 degrés. Nous nous sommes retrouvés dans un petit vestibule. Sur le mur, Silas m'a montré une inscription en allemand, écrite à la peinture noire. Entrée interdite aux personnes non autorisées. La seule sortie du vestibule menait à une porte ronde et hermétique, comme dans un sous-marin. Au centre se trouvait un grand volant.
Nous nous sommes appuyés tous les deux dessus. Le vieux mécanisme a cédé dans un grincement. La porte s'est ouverte et nous avons pénétré dans un long couloir rectiligne. Il était complètement sombre et s'étendait à perte de vue. À la lumière de nos lampes, nous pouvions distinguer des murs gris, un sol en caoutchouc et des tuyaux et des câbles soigneusement disposés le long des murs. Nous avons avancé. Les portes sur les côtés étaient fermées. Sur chacune d'elles, une plaque indiquait « Cuisine, chambre, infirmerie ». Nous avons décidé de ne pas y toucher et de trouver d'abord le centre de contrôle. Le couloir nous a menés à une bifurcation. À gauche, à droite et tout droit, il y avait une autre porte hermétique, plus massive. Au-dessus, il y avait une plaque avec un seul mot « Recherche ». C'était ce que nous cherchions. Cette porte a cédé plus facilement. Derrière elle se trouvait une immense pièce. Elle était remplie de rangées d'armoires métalliques ressemblant à de grands réfrigérateurs industriels ou à des congélateurs. Il y en avait au moins 30. Le long des murs, il y avait des étagères avec des boîtes, des conteneurs et des équipements dans des housses. Il faisait très froid dans la pièce, beaucoup plus froid que dans le couloir. Le thermomètre de ma combinaison indiquait moins 42 degrés. Toutes les surfaces étaient recouvertes d'une épaisse couche de givre fragile. Silas s'approcha d'un des congélateurs. « Ils ont fonctionné jusqu'à la fin, » dit-il, jusqu'à ce que les générateurs soient à court de carburant. La station a été coupée, mais le froid s'est maintenu par inertie. Je m'avançai dans la pièce. Dans le coin le plus éloigné se trouvait une table. Sur celle-ci, un journal ouvert et plusieurs caisses qui se distinguaient des autres. Elles étaient faites de bois brut, grossièrement assemblées et bordées d'une bande métallique. Je m'approchai de la table et éclairai le journal. Une écriture allemande soignée. Des dates de 1940 à 1945. Je ne pouvais pas tout lire, mais j'ai déchiffré quelques mots étranges. Puis mon regard s'est posé sur le plus grand des coffres en bois, posé à côté de la table. Sur le côté, une inscription était gravée à travers un pochoir. Ce n'était pas en allemand. Je m'approchai et l'éclairai avec ma lampe. La peinture était noire. Les lettres étaient un peu effacées de par le temps, mais elles étaient parfaitement lisibles. La phrase disait « Envoi à Berlin annulé ». L'inscription sur la caisse était le point de non-retour. Jusqu'à ce moment-là, nous étions des explorateurs qui avaient découvert un objet historique perdu. Maintenant, nous étions face à quelque chose d'autre. La langue russe dans un complexe scientifique allemand en Antarctique, datant de 1945, n'était pas une simple anomalie. C'était une violation de toute la logique que nous connaissions de ces événements. Silas passa sa main gantée sur les lettres, comme pour vérifier qu'elles étaient bien réelles. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda-t-il. Sa voix dans le casque était calme, mais je percevais une certaine tension. « Je ne sais pas, » répondis-je. « Peut-être du matériel capturé, ou des provisions capturées sur le front de l'Est. » Mais cela ne semblait pas convaincant, même à moi. Pourquoi ramener des trophées en Antarctique? Et pourquoi annuler l'envoi à Berlin en janvier 1945, alors que le Reich était déjà en train de s'effondrer et que tout colis provenant de là-bas valait son pesant d'or? J'ai contacté Roderick à la surface. Je lui ai décrit la pièce, les congélateurs et, surtout, la caisse avec l'inscription. Il y eut un silence de quelques secondes. Puis, Roderick dit « Elias, vous devez revenir. Nous ne savons pas ce qu'il y a là-bas. Il faut procéder à une évaluation complète des risques et établir un plan. » Il avait raison. C'était le protocole standard. Tout écart par rapport au plan nécessite un regroupement. Mais nous étions là, en bas. Les réponses étaient devant nous. Partir maintenant signifiait tout laisser dans ce tombeau de glace, peut-être pendant plusieurs mois, jusqu'à ce qu'une nouvelle expédition soit organisée. « Roderick, » ai-je dit, « nous sommes à 2 kilomètres en dessous de vous. Nous sommes déjà là.
Je pense que nous devrions au moins documenter le contenu de cette caisse. Elle ne semble pas dangereuse. C'est juste du bois. Silas m'a soutenu. Je peux l'ouvrir en quelques de minutes, avec précaution. S'il y a quelque chose de dangereux à l'intérieur, nous battrons immédiatement en retraite. La consultation par radio fut brève. Roderick, bien que contre, comprit nos arguments. La décision fut un compromis. Nous ouvririons la caisse en bois, filmerions son contenu et remonterions immédiatement. En aucun cas, ne toucher aux congélateurs hermétiques. Nous avons accepté. Silas a sorti un petit levier de sa trousse à outils. Méthodiquement, il a plié les agrafes métalliques qui maintenaient comme le couvercle fermé, l'une après l'autre. Le bois était sec et s'était facilement laissé travailler. Pas de serrure, pas de scellé. Le dernier clou sortit dans un léger grincement. Silas rangea le pied de biche et me regarda. Je fis un signe de tête. Nous saisîmes ensemble les bords du couvercle et le soulevâmes. Il n'y avait ni armes ni provisions à l'intérieur. La caisse était remplie d'un matériau isolant dense, semblable à de la laine de verre, mais plus grossier et de couleur jaunâtre. 3 longs cylindres métalliques, ressemblant à des thermos ou à des conteneurs pour le transport d'échantillons, étaient enfoncés dans ce matériau. Chacun mesurait environ 1 mètre de long et 20 cm de diamètre. Ils étaient scellés. Sur chaque cylindre, il y avait une plaque avec un numéro et l'inscription « Eiskernprobe », échantillon de carottes de glace. C'était à la fois étrange et logique. Une station scientifique doit étudier la glace. Mais pourquoi emballer les carottes avec autant de soin et les préparer pour être envoyées à Berlin? J'ai éclairé l'un des cylindres avec ma lampe torche. Sur son extrémité était de gravé « Bohrung 7, tief, 3215 mètres. Forage 7, profondeur, 3215 mètres. 3215 mètres. » C'était impossible. La profondeur du glacier dans cette région ne dépassait pas 2,5 km. Au-delà, il n'y avait que de la roche. Pour extraire un carottage à une telle profondeur, il aurait fallu forer à travers la roche. Ou alors, il n'avait marre ou pas foré ici. Peut-être ailleurs, là où la glace était beaucoup plus épaisse, par exemple dans la région du lac Vostok. Mais la logistique d'une telle opération dans les années 40 aurait été tout simplement inimaginable. Et encore une fois, la question se posait. Pourquoi? Je me suis approché de la table et j'ai rouvert le journal. J'ai commencé à feuilleter les pages à la recherche d'une mention de Bohrung 7. Je l'ai trouvé. Il s'agissait d'une série de notes datant de 1943. Des rapports techniques, succincts. Les coordonnées du point de forage indiquaient une zone située à des centaines de kilomètres de la station. Les notes décrivaient une progression incroyablement rapide à travers la glace. Puis, à une profondeur d'environ 3200 mètres, selon les notes, le forêt avait pénétré dans une couche de glace non consolidée et biologiquement active. La dernière note dans cette section disait « L'échantillon numéro 3 contient un objet encapsulé, visuellement distinct. » Le mot « objet » a de nouveau attiré son attention. Silas, quant à lui, examinait les cylindres. L'un d'eux, en fait, n'était pas complètement scellé. Le couvercle cédait légèrement. On dirait qu'on l'a préparé pour analyse, mais qu'on n'a pas eu le temps, supposa-t-il. Essaie de l'ouvrir. Il tourna délicatement le mécanisme de verrouillage. Un léger sifflement se fit entendre. C'était l'air résiduel qui s'échappait. Le couvercle se dévissa. Silas dirigea la lampe vers l'intérieur. Nous avons tous deux regardé par-dessus son épaule. À l'intérieur se trouvait un noyau glacé. Il était trouble, d'une couleur jaune sale, mais ce n'était pas le plus important. À peu près au milieu du noyau, figé dans la glace ancienne, se trouvait quelque chose de sombre, de forme allongée. Il était de la taille d'une paume humaine. Cela ne ressemblait ni à une pierre, ni à un fragment de quelque chose d'inorganique. Cela avait une structure, symétrique, comme une feuille de fougère pétrifiée,
ou le squelette d'un poisson. Mais ce n'était ni l'un ni l'autre. C'était étranger. Nous avons regardé ce fragment en silence pendant plusieurs minutes. Toutes les théories du complot sur la nouvelle Swab, toutes les rumeurs sur les projets secrets du Reich ont soudainement cessé de sembler délirantes. Il ne se contentait pas d'étudier la météo ou la géologie. Il cherchait d'art quelque chose. Et, à en juger par les apparences, ils l'avaient s'y trouvé. Ils avaient trouvé quelque chose de profond sous la glace, là où la vie n'était pas censée exister. « Nous devons le prendre, » dit Silas. « Non, » répondis-je. « Nous avons reçu l'ordre de ne rien toucher. Nous prenons des photos et nous partons. Nous avons pris plusieurs dizaines de photos du fragment sous différents angles. Puis Silas a soigneusement refermé le conteneur. Nous avons remis le couvercle de la caisse en place. Notre mission dans cette pièce était terminée. Nous étions sur le point de partir lorsque mon regard s'est posé sur les rangées de congélateurs. 30 sarcophages hermétiquement scellés. Si une simple caisse en bois contenait une telle chose, que pouvaient bien contenir ces congélateurs? Je savais que je désobéissais aux ordres, mais je ne pouvais pas partir, pas maintenant. « Silas, » dis-je en montrant le caisson le plus proche, « quelles sont les chances d'en ouvrir un ?» Il me regarda, puis regarda le caisson, puis me regarda à nouveau. Il comprit sans un mot. « La serrure était complexe, » dit-il après une pause. « Hermétique, avec un verrou intérieur. Mais il n'y a pas d'énergie, donc les verrous électromagnétiques sont désactivés. Il faudrait une intervention purement mécanique. Cela prendra du temps. » J'ai contacté Roderick. Nous avons découvert des échantillons de noyaux présentant des inclusions biologiques anormales. Il semble que c'était l'objectif principal de la station. Mais je pense que les carottes ne sont pas tout. Les découvertes principales doivent se trouver dans les congélateurs. Je demande l'autorisation d'en ouvrir un. La réponse de Roderick était prévisible. Interdiction catégorique. Il nous a ordonné de revenir immédiatement. J'ai coupé la communication. Il n'a pas donné son autorisation, dis-je à Silas. Il haussa les épaules. Je ne pensais pas qu'il le ferait. Il sortit un trousseau de outils de son sac et s'approcha de la chambre numéro 17. Il commença à travailler sur la serrure. Je me tenais à côté de lui, éclairant son champ de travail tout en surveillant l'entrée de la pièce. La paranoïa commençait à s'installer. Chaque bruissement, chaque craquement de glace quelque part au-dessus de nous semblait annoncer quelque chose. Le travail de Silas était lent et minutieux. Il insérait de fines plaques métalliques dans le trou, écoutait, tournait quelque chose. Au moins une demi-heure s'était écoulée. Dans le silence et le froid absolu, ce temps semblait une éternité. Enfin, un clic métallique sourd résonna, se répercutant sur les murs. La serrure céda. La porte était très lourde. Nous la tirâmes à deux. Elle s'ouvrit dans un sifflement, laissant échapper un nuage de vapeur glacée. La température à l'intérieur était encore plus basse. Lorsque la vapeur se dissipa, nous avons éclairé l'intérieur avec nos lampes. La pièce était vide, presque. À l'intérieur, sur l'étagère centrale, se trouvait un seul objet, recouvert d'un tissu épais en caoutchouc, semblable à une bâche. Un rectangle soigneusement plié. Je fis un pas à l'intérieur. Le froid était tel que l'air semblait sur le point de se cristalliser. Je tendis la main et saisissais le bord du tissu. Il était dur comme du contreplaqué à cause du gel. Je le tirai vers moi. Il glissa, révélant ce qui se trouvait en dessous. Sur l'étagère gisait un corps. Il était humanoïde, mais pas humain. Il mesurait environ 2 mètres, était très maigre et avait de longs membres. Il était allongé sur le dos, les bras croisés sur la poitrine. Sa peau était pâle, presque blanche, avec une teinte bleuâtre distincte, comme du marbre veiné. Elle y était lisse, glabre et absolument intacte. La tête était légèrement allongée, sans oreilles, avec seulement des ouvertures lisses sur les côtés. Le nez était à peine esquissé.
Les yeux étaient rendignés fermés, mais on devinait de très gros globes oculaires sous les paupières fines. Mais le plus frappant était autre chose. Entre les longs doigts, fins des mains et des pieds, il y avait des membranes bien développées et sombres, comme celles d'un oiseau aquatique. Elles étaient liées, repliées, mais leur structure ne laissait aucun doute sur leur fonction. La créature était parfaitement conservée. Aucun signe de décomposition. Elle ne ressemblait pas à un cadavre. On aurait dit qu'il dormait simplement dans un endroit très très froid. Je restais là, incapable de détourner le regard. Mon cerveau refusait d'assimiler cette information. C'était impossible. Cela ne pouvait pas exister. Je m'approchai de la table, pris le journal et trouvai rapidement la page contenant la liste des congélateurs. Numéro 17. En face du numéro, il y avait une brève note écrite de la même écriture soignée. Objet 17. État. Intact. Signes vitaux. 0. Silas se tenait silencieux devant le congélateur ouvert, sa lampe braquée sur le corps. Le silence dans la pièce avait changé. Auparavant, c'était le silence de l'oubli. Maintenant, c'était le silence d'une crypte. « Il faut documenter tout ça », dis-je, ma propre voix sonnant creux et étrange. Chaque centimètre. Ma formation scientifique prit le dessus sur mon choc primitif. C'était une découverte qui allait tout changer. Pas seulement l'histoire de l'humanité, mais la biologie, notre compréhension de la vie elle-même. Nous devions agir comme des scientifiques, pas comme des amateurs effrayés. Silas acquiesça. C'était un ingénieur, un homme d'action. Il laissait toujours ses émotions de côté. Il sortit un appareil photo haute résolution de son sac. Pendant l'heure qui suivit, nous travaillâmes en silence, de manière coordonnée, presque automatique. Silas prenait méthodiquement des photos, changeant d'objectif. Plan général, plan moyen, gros plan de la tête, des mains, des pieds. Je l'éclairais et lui dictais dans le micro de mon casque la description de chaque photo, son angle et les détails à noter. Les détails étaient effrayants. Sous l'objectif, la peau de la créature ressemblait à du marbre à grains très fins. Pas de pores, pas de follicules. Parfaitement lisse. Les membranes entre les doigts n'étaient pas de simples plis cutanés. On y voyait un réseau complexe de capillaires, plus foncés, presque noirs. Il était évident qu'il s'agissait d'un organe fonctionnel. Il n'y avait pas d'ongles au bout des doigts, seulement des coussinets lisses et durcis. Nous n'avons pas bougé le corps, ni essayé de lui ouvrir les yeux. Cela aurait semblé blasphématoire et aurait constitué une violation flagrante de tout protocole possible. Nous avons tout laissé tel quel. Une fois les photos prises, je suis retourné à la table. Il fallait trouver plus d'informations. J'ai repris le journal. Ce n'était pas une simple liste d'inventaires, c'était un journal de travail. J'ai commencé à lire depuis le début, avec les notes de l'année 40. Mon allemand scolaire était loin d'être parfait, mais les termes scientifiques sont internationaux. Les premières notes concernaient la construction de la station, la mise au point des équipements, l'installation des systèmes de survie et, surtout, du système d'alimentation en énergie. D'après les descriptions, il s'agissait d'une sorte de générateur isotopique expérimental. C'est lui qui a alimenté la station en énergie pendant plusieurs années. Puis, venaient dans les notes sur le premier programme de recherche. Ils ont trouvé une grotte sous la glace, immense, reliée à l'océan par un réseau de tunnels. Des notes sur des plongées. Ils utilisaient de petits bathyscaphes. Les descriptions de l'écosystème sous-marin étaient longues, succinctes, mais un mot revenait sans cesse. Primaire forme. Forme primaire. Puis, en 1942, première capture. Object 1. La note à ce sujet était plus longue que d'habitude. Elle décrivait l'incroyable résistance de la créature, sa capacité à supporter la pression et les basses températures. Mais dans des conditions de pression atmosphérique normale et à une température supérieure à 0, elle mourut en quelques minutes. C'est à ce moment-là
qu'ils ont mis en marche la chambre froide numéro 1. Je feuilletai les pages. Objet 2, 3, 4. Au total, ils avaient dû capturer et congeler 16 créatures. La 17e, celle qui gisait devant nous, était la dernière. La note la concernant était datée de décembre 1944. Après cela, le journal ne contenait que des notes techniques sur l'état des systèmes de la station. Et la dernière, sur la préparation du chargement pour Berlin. Il devenait clair que les carottes et les créatures faisaient partie d'un même programme. Ils avaient donc découvert un monde entièrement nouveau sous la glace, et ces créatures en étaient le couronnement. Je devais en informer mes supérieurs. J'ai rallumé la radio. « Roderick, à vous. »« Elias, pourquoi t'as coupé la radio ? Au rapport. » Sa voix était furieuse. J'ai pris une grande inspiration. « Roderick, on a ouvert une des chambres. Tu dois écouter ça. Calme-toi. » Je lui ai tout raconté. Le journal, les grottes de sous-marines, les Yosh objets. Quand je lui ai décrit la créature, le silence s'est fait sur la fréquence. J'ai attendu. 1 minute, 2. Finalement, Roderick a repris la parole. Sa voix était complètement différente. Calme et tendue. « Vous avez pris des photos ? » ?»« Oui, toutes. Revenez. Immédiatement. Ne touchez à rien d'autre. Ne touchez à rien. Compris ? » ?»« Oui. Mais Roderick, il y a 30 caméras ici. » Silence à nouveau. « Vérifiez les autres, » dit-il après une pause, sans les ouvrir. « Vous avez un thermoviseur ? » Silas a un scanner portable. Ce n'est pas tout à fait une caméra thermique, plutôt un densimètre acoustique. Nous pouvons vérifier s'il y a quelque chose à l'intérieur. Allez-y, vérifiez tout et revenez. Silas et moi avons échangé un regard. Il a sorti un appareil qui ressemblait à un grand scanner portable. Nous nous sommes approchés de la cellule numéro 18. Silas a posé le capteur contre la porte. Une image apparut sur le petit écran. Floue, mais sans équivoque. À l'intérieur, avec les mêmes contours et au même endroit que dans la chambre 17, se trouvait une masse dense, un corps. Nous avons continué. 19, même chose. 20, même chose. La 21e, la 22e. Il y avait quelqu'un dans chacune d'elles. Tout un peloton d'extraterrestres congelés venus des profondeurs. Nous avons vérifié les 30. 29 d'entre elles contenaient des corps. Seule la dernière, la 30e, était vide. Pourquoi ? Nous n'avions pas de réponse. Nous étions sur le point de partir lorsque le faisceau de ma lampe torche a éclairé quelque chose d'autre sur l'une des étagères contre le mur. Ce n'était ni des caisses ni des conteneurs. C'était une pile bien ordonnée de dossiers. Des dossiers en carton ordinaire pour documents. Je me suis approché. Sur chacun d'eux était imprimé un emblème avec une croix gammée et l'inscription « Medizinische Abteilung ». Service médical. J'ai pris le dossier du dessus. Il portait le nom « Klaus Richter, Unteroffizier ». Je l'ai ouvert. C'était un dossier médical personnel. Un dossier médical. J'ai commencé à lire. Des notes sur des vaccinations, des gelures, des choses habituelles pour les polariens. Mais ensuite, dans les notes datant de 1943, quelque chose d'étrange a commencé. Des plaintes d'insomnie, d'hypersensibilité à la lumière, puis une note du médecin mentionnant des changements observés dans la pigmentation de la peau des extrémités. Je tournai la page. La note suivante avait été rédigée 1 mois plus tard. Dépigmentation progressive. Apparition de membranes conjonctives entre les doigts. Le patient est isolé. Le froid semblait avoir pénétré mes vêtements et s'être enfoncé dans mes os. J'ai saisi le 2e dossier, Hans Reiter, Funker. Opérateur radio, même histoire, insomnie, migraine. Puis, une citation. Stades initiaux de transformation cellulaire. Échantillon de tissu envoyé au laboratoire central. J'ouvris le 3e dossier, le 4e. Partout, c'était la même chose. Les dossiers médicaux des 12 membres de l'équipage de la station.
Tous se terminaient de la même manière. Le patient a été transféré en quarantaine. Son état est stable mais grave. Puis, tout au bas de la pile, j'ai trouvé le dernier dossier. Il était plus épais que les autres. Il était intitulé « Autopsiebericht », rapport d'autopsie. Mais des mains tremblaient lorsque je l'ai ouvert. Premier rapport. Klaus Richter. Cause du décès. Arrêt cardiaque suite à une défaillance systémique des organes. Mais la description continuait. Transformation complète de l'épiderme. La peau a pris une teinte bleuâtre et une résistance accrue. Le tissu conjonctif entre les doigts et les orteils est complètement formé. Modification structurelle de la rétine. Adaptation à des conditions de faible luminosité. Ce n'était pas un rapport d'autopsie. C'était la description d'un processus de transformation. Il n'était limite pas simplement malade. Il changeait. Il devenait lentement comme les créatures qui gisaient dans les congélateurs. J'arrivais à la dernière page du dossier. C'était un rapport général signé par le chef du service médical de la station, un certain Dr Fenst. La date était novembre 1944. L'agent pathogène n'a pas été identifié. Il serait d'origine aquatique, peut-être un virus ou un prion. Il se transmet par contact avec des échantillons des objets ou par le réseau d'approvisionnement en eau, malgré toutes les mesures de filtration. 12 membres du personnel sont infectés et ont été mis en quarantaine. Les 8 membres du personnel restants, dont moi-même, ne présentent pour l'instant aucun symptôme. Toutes les recherches ont été suspendues. Nous préparons une évacuation d'urgence et l'envoi de tous les matériaux à Berlin. Si nous n'y parvenons pas, il faudra déclencher le protocole Eichschluss, la conservation complète et irréversible de la station. Je me tenais au milieu de la pièce glaciale, tenant ce rapport entre mes mains et regardant le congélateur numéro 17 ouvert. Je regardais une créature parfaitement conservée, à la peau bleue, et j'ai pris conscience de l'horreur de la situation. Les créatures dans les congélateurs n'étaient pas la seule découverte. Elles étaient là, la source de la contagion qui transformait les gens en créatures comme elles. Et les 12 membres d'équipage, je regardais la chambre 30 vide. Il y avait 30 chambres au total. 29 étaient occupées. 16 d'entre elles, selon le journal, avaient été capturées dans l'océan. Il en restait 13, et il y avait 12 personnes infectées. J'avais du mal à respirer. L'ordre de Roderick de retourner à la surface ne semblait plus être une simple précaution. C'était notre seule chance de survie. À ce moment-là, quand j'ai réalisé que les corps des membres d'équipage disparus pouvaient se trouver dans les chambres froides, le monde s'est réduit à une seule pensée. Nous devions partir immédiatement. J'ai rapidement résumé le contenu des rapports médicaux à Silas. Je lui ai raconté comment les soldats et les scientifiques allemands s'étaient lentement transformés en ceux qu'ils étudiaient. Il n'a posé aucune question. Il a simplement regardé les rangées de sarcophages blancs, puis l'a sorti. Son visage, d'ordinaire calme et impassible, est devenu comme un masque de pierre. Son sang-froid professionnel luttait contre son instinct de terreur. Nous n'étions plus des chercheurs. Nous étions devenus des vecteurs potentiels de contamination. « Prenez les dossiers », dis-je en ramassant les chemises sur la table. « Tout. C'est la seule preuve. » Silas acquiesça et s'approcha de la chambre numéro 17. Il ferma la lourde porte avec effort. Un clic sourd retentit. Le verrou était en place. C'était un geste symbolique. Nous ne pouvions pas enfermer cette horreur, mais nous pouvions au moins fermer la porte derrière elle. « Il faut sceller l'entrée de cette section, » dit-il. Nous n'avions pas les moyens de souder la trappe, mais Silas était ingénieur. Il sortit de son sac plusieurs coins métalliques et un marteau. Travaillant rapidement et avec précision, il bloqua le mécanisme de la barre à roues depuis l'extérieur. Il faudrait désormais des cisailles et plusieurs heures de travail pour ouvrir cette porte. C'était tout ce que nous pouvions faire.
Nous avons repris notre chemin dans le couloir principal. Il ne semblait plus simplement vieux et abandonné. Il semblait sinistre. Chaque porte fermée avec des inscriptions gothiques, l'une menait au laboratoire, l'autre à la salle radio, semblait désormais être une source de danger potentiel. Que se passait-il dans ce laboratoire? Quelles expériences menait-il? Quel message le radio Hans Reuter envoyait-il à Berlin pendant que son corps se transformait lentement? Nous n'avions aucune envie de le découvrir. Notre seul objectif était l'escalier qui menait à l'étage. Le mot utilisé par le Dr Fenst dans son rapport pour décrire le plan de conservation me trottait dans la tête. Eichschloss. En français, cela signifie « château de glace ». Je comprenais maintenant sa véritable signification. Ce n'était pas le nom du protocole, c'était la description de ce que cette station était censée devenir. Les Allemands ne l'avaient même pas simplement abandonnée, ils l'avaient dit transformée en capsule temporelle hermétique, en tombeau, et espéraient en eux que 2 kilomètres de glace deviendraient un château éternel que personne n'ouvrirait jamais. Et nous l'avons ouvert. La remontée dans la cage étroite était une torture. Les parois glacées du puits défilaient lentement. Les 2 kilomètres de glace au-dessus de nos têtes ne semblaient plus être simplement une épaisse couche d'eau gelée. Ils donnaient l'impression d'être une barrière fragile, une fine croûte séparant notre monde de l'horreur silencieuse enfermée en dessous. À chaque mètre, je m'attendais à ce que la communication avec la surface soit coupée, à ce que le treuil s'arrête. Mais le mécanisme fonctionnait correctement. Au bout d'un peu plus d'1 heure, j'ai aperçu une tache lumineuse au-dessus de nous, l'entrée dans notre monde. À la surface, nous n'avons pas été accueillis par des embrassades et des félicitations. Nous avons été accueillis par Roderick et Gwyneth, vêtus de combinaisons de protection biologique complètes avec alimentation en air autonome. Ils ressemblaient à des extraterrestres dans ce désert blanc. On nous a ordonné de ne pas nous approcher. Roderick a donné des instructions claires par radio. Nous devions passer par un sas improvisé pour entrer dans un module médical spécialement équipé. Là, nous devions retirer nos combinaisons, les placer dans des conteneurs hermétiques et subir une désinfection complète. Nous devions laisser les dossiers contenant les journaux dans une boîte de transfert. Aucun contact personnel. Nous étions en quarantaine. Les heures qui ont suivi ont été comme dans un brouillard. Douche chimique, vêtements jetables inconfortables. Le module médical était stérile et blanc. Gwyneth, sans retirer sa combinaison de protection, a prélevé des échantillons de sang et des frottis muqueux. Ses gestes étaient lents et rapides et précis. Derrière la vitre protectrice, je ne voyais aucune peur dans ses yeux, seulement une concentration extrême. Silas et moi étions assis en silence. Il n'y avait rien à dire. Nous comprenions tous les deux que notre vie était divisée en 2 parties, avant et après notre descente dans la mine. Roderick nous a contactés par le système de communication interne. Il avait déjà parcouru les documents que nous lui avions apportés. Elias, j'ai lu le rapport de Fenst. J'ai envoyé un message crypté au quartier général. La situation a été transmise au plus haut niveau. Ce n'est plus notre expédition. Il parlait calmement, mais je sentais qu'il pesait ses mots. Passons en revue ce que nous savons. Fenster pensait que l'agent pathogène se transmettait par l'eau, soit par contact direct avec les créatures, soit par le système d'approvisionnement en eau de la station qu'ils n'ont jamais réussi à sécuriser complètement. Oui, confirmai-je, c'est ce qu'il écrit. Et le plus important, continua Roderick, c'est qu'il comparait cette infection à l'action des prions. Ce n'est pas un organisme vivant, ni un virus que l'on peut tuer. C'est simplement une protéine dont la structure est défectueuse et qui oblige les cellules à reproduire son défaut. Il parlait d'une métamorphose cellulaire irréversible. Nous avons discuté encore et encore des chiffres. 16 créatures capturées.
12 membres d'équipage infectés. Cela faisait 28 corps. Mais il y en avait 29 dans les congélateurs. Qui était le 29e? Et où étaient les autres? Le docteur Fenst avait parlé de 8 survivants, dont lui-même. Qu'étaient-ils devenus? Avaient-ils pu être évacués? Ou avaient-ils eux aussi été infectés et partagé le sort des autres? Ou étaient-ils ceux qui avaient déclenché le protocole Château de glace, peut-être au prix de leur propre vie? Les questions étaient bel et plus nombreuses que les réponses. Notre découverte, qui avait d'abord été un triomphe, s'était transformée en présage de catastrophe. Nous ne savions pas à quoi nous avions affaire, ni à quel point c'était dangereux, et surtout, si nous l'avions ramené avec nous à la surface. Notre conversation fut interrompue par Gwyneth. Elle entra dans notre module. Elle retira son casque extérieur, mais resta vêtue d'une combinaison isolante légère. Son visage était pâle. J'ai effectué une analyse préliminaire des échantillons d'air prélevés dans vos combinaisons et à la surface des filtres, dit-elle doucement. Le séquenceur fonctionnait en mode automatique. Elle afficha l'image sur un écran mural. Aucune structure virale ou bactérienne complexe. Mais il y a ça. Des modèles tridimensionnels complexes apparurent à l'écran. Ce sont des chaînes protéiques, des prions, comme vous l'avez dit. Très complexes. Il n'y a rien de similaire dans la base de données. Mais ce n'est pas tout. Des spores ont été détectés dans les échantillons d'air prélevés dans les couloirs de la station, pas dans la chambre froide, mais simplement dans l'atmosphère ambiante. Des spores fongiques? Demanda Silas. Oui et non, répondit Gwyneth. Elles sont gelées, inactives, mais leur structure est incroyablement complexe et l'ordinateur a trouvé une correspondance partielle dans la base de données génétique. Elle fit une pause. L'analogue le plus proche est une espèce récemment découverte d'archéobactéries extrémophiles vivant en eau profonde. Elle est connue pour sa capacité à entrer en symbiose avec d'autres organismes et à déclencher dans leurs cellules des processus de régénération. J'ai regardé l'écran, la structure complexe des spores, puis j'ai pensé au journal allemand. Les notes y étaient si méthodiques, si définitives. Elles documentaient la capture de chaque échantillon et sa cessation. Oui, c'était exactement le mot utilisé dans les rapports. Einstellung. Cessation, arrêt. Nous avons automatiquement décidé que cela signifiait la mort. Mais que se passerait-il si, pour le docteur Fenst et ses collègues, il ne s'agissait que d'un constat clinique, l'arrêt du cœur, de la respiration, de tout ce qu'ils pouvaient mesurer? Et si les propriétés régénératrices de ces spores signifiaient que la cessation n'était pas la fin, mais seulement une pause? L'horreur de la situation ne résidait pas dans le fait que nous avions trouvé un tombeau rempli de créatures mortes. L'horreur venait de la lente prise de conscience que nous avions peut-être brisé le sceau de la chambre d'hibernation. La découverte de Gwyneth a tout changé. Nous étions désormais assis dans notre conteneur stérile, non plus simplement comme des personnes potentiellement infectées, mais comme des témoins ayant plongé leur regard dans l'abîme. L'horreur n'était plus liée au passé, à une expédition nazie disparue depuis longtemps. Elle était ici et maintenant, dans la possibilité que les corps gelés en dessous ne soient pas des pièces de musée, mais des graines attendant leur heure. Des spores régénératrices. Cette phrase s'est restée gravée dans mon esprit. Nous ne parlions plus de ce que nous avions trouvé. Nous étions assis et regardions le vide blanc derrière le hublot, chacun perdu dans ses pensées. Silas vérifiait sans cesse la fixation des instruments dans sa boîte. Gwyneth surveillait en silence les indicateurs des moniteurs médicaux. Roderick essayait de donner l'impression de contrôler la situation en restant en contact permanent avec le quartier général. De nouvelles instructions sont arrivées 12 heures plus tard. Elles ont été transmises par un canal crypté et nous ont été communiquées par Roderick sans aucune explication.
Notre consortium scientifique a été écarté. La situation a été placée sous le contrôle d'un groupe international de sécurité dont je n'avais jamais entendu parler. Un avion spécial avec une équipe d'ingénieurs militaires à bord nous a été envoyé. Leur mission était très claire, sceller complètement et définitivement le site. Ils n'avaient limé pas l'intention d'étudier ou d'extraire quoi que ce soit. Ils voulaient enterrer cet endroit pour toujours, remplir la mine de béton, ou pire encore. Nos ordres étaient donc tout aussi simples. Attendre, ne pas approcher le puits sous aucun prétexte, et apporter toute notre aide à l'équipe à son arrivée. Nous sommes devenus les gardiens d'une tombe en attendant les fossoyeurs. L'attente était la partie la plus difficile. Le temps s'étirait. Les jours et les nuits en Antarctique à cette période de l'année sont une notion relative. Il y avait toujours de la lumière. Une lumière infinie, froide, indifférente, qui se reflétait sur l'étendue glacée. Le silence était oppressant. Les seuls bruits étaient le ronronnement de notre générateur et le bourdonnement des systèmes de survie du module. Gwyneth nous prélevait du sang toutes les 6 heures. Les résultats étaient négatifs. Pas de prions, pas de protéines anormales. Mais cela ne nous rassurait pas. Nous ne connaissions pas la période d'incubation. Elle pouvait durer des semaines ou des années. Nous étions enfermés dans cette cage blanche, seuls avec Silas, et nous nous sentions comme des animaux de laboratoire. Pour me distraire, je relisais sans cesse les documents que nous avions emportés. Je les étais étalés sur la table, essayant d'établir une chronologie, de trouver un détail qui nous avait échappé. Je lisais le journal de la station, me plongeant dans les descriptions techniques des systèmes. Le réacteur, le système de filtration de l'air, les chambres froides. Tout était décrit avec une minutie incroyable. Puis j'ai repris le dossier contenant les rapports médicaux et le protocole Château de glace. Je l'ai relu plusieurs fois. Sceller toutes les entrées, couper les communications externes, compter sur l'autonomie de la station. Tout cela ressemblait à un acte désespéré, une tentative d'enfermer la peste à l'intérieur. Et c'est alors, au dos de la dernière page, agrafée au rapport d'autopsie, que j'ai trouvé ce que je n'avais pas remarqué dans la précipitation. C'était une note manuscrite de Dr. Fenst, quelques lignes de données techniques sans rapport avec la médecine. Elle concernait un générateur isotopique expérimental. Lentement, mot après mot, je l'ai traduite. En cas de défaillance du système de refroidissement primaire, écrivait Fenst, une réaction en chaîne incontrôlable dans le cœur du réacteur deviendra inévitable dans les 72 heures. L'explosion thermique qui s'ensuivra entraînera la fusion complète et la stérilisation du complexe. Je relisais ces lignes encore une fois, puis encore, et un froid qui n'avait rien à voir avec la température antarctique se répandit lentement dans mon dos. Le col Château de glace n'était pas le seul plan, c'était le plan A, et celui-ci était le plan B, le véritable protocole de dernière chance. Ils ne voulaient pas simplement enfermer la station. Ils avaient mis prévu un mécanisme pour la détruire complètement. Si quelque chose tournait mal, si l'étanchéité était compromise, si le système de survie tombait en panne, la station devait s'autodétruire, faire fondre 2 km de glace et transformer tout ce qui se trouvait à l'intérieur en vapeur et en scorie radioactive. Selon les calculs, le générateur devait fonctionner de manière autonome pendant plusieurs dizaines d'années. Mais il ne pouvait pas fonctionner éternellement. À un moment donné, il y a 20, 30, peut-être 40 ans, le carburant devait s'épuiser. Le système de refroidissement devait tomber en panne. Et au bout de 72 heures, une explosion devait se produire. Mais elle n'a pas eu lieu. La station était intacte. Nous en avons été témoins. J'ai appelé Silas. Je lui ai montré l'enregistrement. En tant qu'ingénieur, il a compris plus vite que moi. « Elle ne pouvait pas ne pas exploser », a dit Silas à voix basse. « Ce type de réacteur, sans refroidissement actif, est instable par nature. C'était une bombe à retardement.
conçue pour exploser après plusieurs décennies. Mais pourquoi n'a-t-elle pas fonctionné ? Ai-je demandé. Silas m'a regardé. Parce qu'il fallait une défaillance totale pour qu'elle explose. Pas seulement le circuit de refroidissement primaire, mais tous les systèmes de secours, les vannes manuelles, les pompes de secours. Pour qu'elle n'explose pas, quelqu'un devait effectuer manuellement la procédure d'arrêt à froid, relâcher la pression, mettre les barres en mode sécurisé. C'est une séquence d'actions complexe, cela ne se fait pas tout seul. Nous sommes de rester silencieux. La prise de conscience nous a frappés tous les deux en même temps, simple, logique et absolument monstrueuse dans sa simplicité. Le docteur Fenst et ses 7 collègues survivants. Ils ne se sont pas enfuis, ils ont peut-être essayé, mais quelque chose s'est passé. Mais l'un d'entre eux, ou plusieurs, est resté, ou était revenu, ou a changé, mais a conservé une partie de son esprit. Et lorsque le réacteur a commencé à mourir, ce dernier habitant de la station est descendu dans la salle des machines. Il passa devant les chambres froides où gisaient ses anciens camarades. Il effectua toutes les procédures nécessaires et empêcha l'explosion qui aurait dû le détruire, lui et toute sa nouvelle espèce. Il les sauva. Nous n'avons jamais su qui était le 29e dans la chambre froide. Mais nous avons compris que ce n'était pas la question principale. La question principale était de savoir qui était le 30e. Celui qui ne figurait sur aucune liste, celui qui ne gisait pas dans le congélateur, le gardien. La dernière chose dont je me souviens avant notre évacuation, c'est le regard que j'ai échangé avec Roderick lorsque je lui ai raconté cela. Il n'y avait pas de peur dans ses yeux. C'était la compréhension que les militaires ne venaient pas ici pour couler le tombeau dans le béton. Ils venaient bêtes pour sceller la maison dans laquelle quelqu'un vivait peut-être encore.